Est-ce que vous remarquez quelque chose d'étrange sur cette photo? Alors non, c'est pas le gars à droite qui doit sûrement sentir très fort vu comment il est exclu du groupe, mais bien ce gars-là au centre. Car si maintenant je vous dis que ces mecs-là sont des nazis et que cet homme-là, justement, c'est un pilote anglais dont ils sont fans, est-ce que vous me croyez? Oui, les nazis sont tombés complètement amoureux d'un soldat ennemi alors qu'il était littéralement l'un de leurs pires cauchemars pendant la guerre. Il faut le dire, ce gars-là, c'est pas n'importe qui. Vous avez en face de vous le plus grand pilote anglais de l'histoire. Un homme qui, par la seule évocation de son nom, a fait trembler l'Europe entière pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour la simple et bonne raison qu'il est devenu le meilleur pilote de sa génération, sans ses jambes. Mais alors comment un homme aussi valeureux que lui, qui résistait même à la détestation des autres pilotes anglais, a-t-il pu se retrouver sur ces clichés nazis? Eh bien je suis là pour ça, laissez-moi vous raconter l'histoire absolument folle de Douglas Bader, l'Ascudjat adoré des nazis. Alors commençons par la base déjà, pourquoi il a plus de jambes? Parce que c'est pas de naissance, non, Douglas s'est fait ça tout seul, comme un grand. Ce que vous devez savoir, c'est que notre futur collabo, depuis qu'il a commencé à faire ses classes dans la Royal Air Force, c'est un vrai sale gosse. Sauf que c'est aussi un génie de l'aviation, et le gars peut réaliser absolument toutes les manœuvres aériennes connues à ce stade de l'histoire, y compris certaines qui sont si dangereuses qu'elles sont tout bonnement interdites. Et lui justement, tous les trucs interdits, ça le fait triper, et notamment les manœuvres en dessous des 2000 pieds, équivalent à peu près à 600 mètres. Mais bon, peu importe, on le tolère parce que c'est le nouveau crack, donc il est sélectionné pour représenter son escouade à un spectacle de vol aérien en 1931 qu'il remporte. Et alors qu'il s'entraîne pour défendre son titre l'année suivante, il tente une manœuvre dangereuse, trop près du sol, l'aile de son Bristol Bulldog heurte le sol, ce qui écrase l'avion et écrabouille ses jambes dans le cockpit. Pour survivre, il n'a pas le choix. Ses deux jambes doivent être amputées, une au-dessus du genou et l'autre juste en dessous. Et alors je vous rappelle qu'on est en putain de 1930, les jambes mécaniques tout ça, vous pouvez oublier, là le mec est destiné à moisir assis avec ses moignons. I went to his room whilst he changed. And there he stripped off, and for the first time I saw him without legs. His horrible stumps, one of which was rather red because it had been rubbing. Of course, he slumped onto the bed and then fell onto the floor. And you had one leg, which was doing most of the work, and the other one was just dragging behind. It was very crab-like, very unpleasant. I didn't like the look of it. Donc on lui dit cash, frérot, tu pourras plus marcher de ta vie sans béquille. Et c'est la pure vérité, faut se dire que personne ne l'a fait avant lui. Pour nous, ce serait l'équivalent de dire ouais, tu vas guérir du sida. Oui bah merci connard. Sauf que Bader, progrès scientifique ou pas, lui, il se soucie pas trop de ce que les gens racontent. Donc c'est avec la même attitude qu'il l'a mis dans cette merde qu'il va sortir de ce pétrin. Parce que non seulement au cours de sa rééducation, il retrouve la capacité de marcher sans béquille ni canne, alors qu'on lui a dit que c'était impossible, mais en plus, il est le premier à tester un genre de double prothèse en plastique qui lui permet de conduire tranquillou sa voiture de sport. Et dites-vous que le gars a fait tout ça en seulement 4 mois, il n'y avait pas un expert derrière lui avec tout un processus de reconstruction, non, il a tout fait tout seul. Bon bah du coup 5 mois après avoir eu l'accident qui aurait dû détruire sa vie, il va voir la RAF. Ouais les mecs, je suis rétabli. Est-ce que vous pouvez me refoutre dans un avion ZP pour que je refasse des acrobaties de suicidaire? Bon, là la RAF hallucine et réponse très rationnelle, non frérot, t'as pas de jambes, y a aucun monde où on te laisse voler. Finalement, il arrive à décrocher un test avec un autre pilote et à la stupéfaction de la RAF, le mec gère comme un chef, prend l'avion, fait un tas de manœuvres et elle fait atterrir avec ses fausses jambes. Donc c'est validé et en plus de ça, il est autorisé par un conseil médical qui déclare qu'il est apte au service, donc il est réintégré comme pilote. Sauf qu'un an plus tard, en 33, sans aucune raison, la RAF décide de revenir sur sa décision et de lui interdire de voler car il n'y a rien marqué dans le règlement concernant les pilotes sans jambes. Mais putain, c'est le principe, c'est le premier à avoir fait ça, c'est pour ça que vous l'avez fait passer à un test et un conseil médical, vous êtes con ou quoi? On dirait les proprios qui te demandent 6 loyers d'avance, 7 garants, 3 de tes organes avant nos enchères pour te donner l'appart alors que t'as clairement les sous. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Mais la RAF n'en a rien à branler et le vire comme un malpropre. À partir de là, il va passer 5 ans à percevoir sa pension, jouer au golf et travailler dans un bureau qui le déprime. Mais quand même, vers 1936-1937, il voit que ça chauffe un peu partout en Europe, donc il contacte plusieurs fois la RAF. Ouais les frérots, s'il y a une petite guerre mondiale qui éclate, vous me le dites, moi je reviens piloter sans souci. Eh bien disons qu'il avait le pif, car le 1er septembre 1939, sa vie bascule lorsqu'un petit moustachu décide d'envahir la Pologne.
Ok, là c'est le moment où vous allez comprendre pourquoi les nazis sont tombés sous son charme. Car vous vous en doutez, quand la guerre éclate, la RAF décide de le rappeler. Lui, il est trop heureux, hein, ça fait 8 ans qu'il a pas conduit d'avion, et entre temps, on est passé sur un nouveau modèle, les Spitfire, donc il a trop hâte de les conduire. Sauf que quand la RAF le convoque, disons qu'il y a un petit quiproquo. Ah non mais t'as cru qu'on allait te laisser piloter un avion? Non mais t'as pas de jambes, c'est absurde. Non, nous on pensait que tu voulais participer à l'effort de guerre en faisant un petit travail au sol, juste pour aider. Bon, forcément, Douglas est furieux, mais heureusement, des gens qu'il a formés il y a 8 ans sont devenus officiers de rang supérieur et réussissent à convaincre la direction de lui donner une nouvelle chance. Et alors pour se venger, dès qu'il peut piloter, il prend un de ses nouveaux avions flambant neuf et le fait voler super bas et à l'envers devant les gars de la RAF. Un bon gros doigt d'honneur. Parce que oui, comme prévu, il s'éclate dans ses nouveaux Spitfire. Il peut maintenant prendre des virages plus serrés et réaliser des manœuvres beaucoup plus rapides qu'avant. Sauf que plus il pilote, plus il se rend compte qu'il y a quand même un truc qui cloche. Parce qu'en regardant autour de lui, en toute modestie, il voit aucun pilote à son niveau. C'est un peu chelou. Le mec, ça fait presque une décennie qu'il ronge son frein. Je veux bien que ce soit un génie, mais il y a des limites. Bon, en réalité, on a une explication très simple. La G-Force. La G-Force, pour la faire courte, c'est simplement l'accélération que va ressentir un objet ou un corps, qui est donc démultiplié en vol. Typiquement, si un pilote prend un virage trop serré ou fait une manœuvre trop rapide, il va être surexposé à la force de la gravité, tout le sang de son corps va se précipiter vers ses jambes et il va perdre conscience. Sauf que Douglas, bah oui, il a plus de jambes, donc le sang n'a aucun endroit où se précipiter, donc il est totalement immunisé. Le gars a littéralement fait de son handicap un énorme cheat code qui lui permet de faire tout ce que les autres peuvent pas se permettre. C'est comme être pompier et être immunisé au feu, c'est limite de la triche. Ce qui est de la triche aussi, c'est de regarder cette vidéo sans être abonné. 94,5% d'entre vous le sont pas. C'est comment, je pue ou quoi? Ouais, j'ai décidé que j'allais vous faire culpabiliser maintenant dans les CTA. Bref, retour à la vidéo. Sauf que ce petit avantage sur ses collègues, ça plaît pas forcément au sein de la RAF. Déjà par jalousie, mais aussi parce qu'il se la pète pas mal. Donc beaucoup commencent à le considérer comme un immense connard arrogant. You either loved him or you loathed him. I don't think there was any in between. You know, I don't think I'd ever heard anyone say, oh, he's quite nice. He's okay, you know. I mean, they either say, oh, he's great, he's a super guy, or he's an absolute bastard, one or the other. Mais bon, Douglas s'en branle, hein. Lui il est pas venu se faire des potes, mais gagner une guerre. Et c'est ce qu'il va faire. Première mission, bataille de Dunkerque, objectif de la RAF, bombarder l'armée allemande afin de permettre aux troupes anglaises de se replier. La mission est réussie et durant cette bataille, Douglas est époustouflant, en parvenant à éliminer 5 avions allemands à lui tout seul. Sauf que truc assez dingue, comme tous ses coéquipiers le jalousent, les mecs vont littéralement scruter ses touches et vont lui attribuer un seul avion touché par pur somme. Mais finalement, tout le monde a vu de quoi il était capable, donc on lui confie l'escadron 242, un escadron composé principalement de Canadiens totalement déprimés qui ont subi de nombreuses pertes en France. Et pourtant Bader, par son charisme et son seul exemple, arrive à transformer un escadron en ruine en une des meilleures unités de la Royal Air Force. Sur un aérodrome de Londres, le capitaine Bader présente au maréchal de l'air Hugh Dowding les pilotes qui ont pris part voici 5 ans à la bataille d'Angleterre de septembre 1940. L'unité s'illustre notamment pendant la défense de la Grande-Bretagne lors de la bataille d'Angleterre de juillet à octobre 40. Pour ceux qui voient pas, c'est vraiment le moment où les nazis ont essayé de bombarder l'Angleterre non-stop. Puis jusqu'en octobre 41, ils abattent 62 avions pour seulement 4 petites pertes. Ça c'est du bilan positif. Douglas est alors vu comme un héros national et même utilisé pour de la propagande, mais vraiment piquante, qui dit limite aux Allemands on a un soldat handicapé avec nous qui vous botte le cul, la honte un peu, non? Cet engouement populaire autour de Bader va creuser encore plus l'écart entre lui et les autres membres de la RAF, mais surtout ça va lui donner du crédit à l'international et notamment en Allemagne nazie. 9 août 1941. Alors que Bader et son escadron effectuent une patrouille offensive au-dessus de la France, ils repèrent 12 appareils allemands à environ 750 mètres en dessous d'eux et se déplaçant dans la même direction. Bader décide de passer directement à l'action, mais pique sur eux trop brusquement pour pouvoir viser et faire feu, et évite de justesse la collision avec un des avions. Il se stabilise à 7300 mètres, mais remarque qu'il est désormais seul, séparé de sa section. Il se demande s'il doit rentrer, mais d'un coup, il aperçoit 3 avions allemands devant lui à peine quelques kilomètres. Il décide d'y aller, descend en dessous de leur position, se rapproche et en détruit un d'une courte rafale de tir à bout portant. Cependant, les 2 autres le remarquent et se tournent vers lui, ce qui le pousse à faire demi-tour. Mais en voulant s'écarter d'eux, il entre en collision avec un des avions qui poursuivait son vol devant lui. Le fuselage, la queue et la dérive de son avion disparaissent derrière lui et il perd rapidement de l'altitude.
L'engin tombe en tournant sur lui-même à une vitesse de 640 km/h. Douglas comprend qu'il n'a plus le choix, il doit sauter pour rester en vie. Il largue alors la verrière de son cockpit, il libère son harnais et l'air qui s'engouffre dans le poste de pilotage commence à l'aspirer. Cependant, il ne bouge pas. Une de ses prothèses de jambe est coincée sous le tableau de bord et à mi-chemin du sol, il est toujours attaché à l'appareil. La sangle retenant sa jambe finit par céder sous la pression et il parvient à larguer son parachute à peine 1200 mètres du sol. Une fois au sol, il essaye d'échapper aux Allemands en sautant sur sa seule prothèse à pieds joints. Autant vous dire qu'il est pas allé bien loin et que les Allemands ont pas galéré pour le choper. Une fois capturé, la rumeur se répand comme une traînée de poudre. Les nazis avaient mis la main sur l'Askudjat, la pépite de la Royal Air Force. Mais la nouvelle tombe surtout dans les oreilles d'un des as de chasse les plus célèbres côté nazi, Adolf Gand, le rival historique de Bader pendant cette guerre. Et alors assez étonnamment, ils veulent le rencontrer, parce que finalement oui, ils se sont échangés quelques civilités par tir interposé, mais il a jamais pris le temps de connaître l'homme derrière l'avion. Ou dans l'avion. Mais du coup, comme Gand et ses hommes sont admirateurs de Bader, voire même totalement fans, et bah ils traitent comme un pote. Le gars est pas enfermé ni rien, hein. On discute avec lui, on lui fait visiter l'aérodrome, on le laisse monter dans les avions, puis on prend de petites photos souvenirs parce que c'est pas tous les jours qu'on côtoie une telle star. Et franchement, je pense qu'on s'est trompé sur les nazis. Ils sont adorables, comment on a pu leur créer une sale répute comme ça? Bon après j'imagine que le fait que Douglas soit ni juif, ni slave, ni tzigane, ça doit aider un tantinet. Mais la bonté nazie ne va pas s'arrêter là, car en remarquant qu'il lui manque une prothèse, ils vont appeler les Anglais pour leur demander de lui en larguer une toute neuve. Ouais, l'Angleterre? Ouais, dites-moi, on a votre gars là, Douglas. Alors, très content de l'avoir, très cool, très good vibes. Mais dites-moi, il s'est fait bobo en tombant de l'avion, il lui manque une prothèse. Vous aurez moyen de nous en larguer une? Ouais? Jeudi en 8 au-dessus de Calais? Super, on fait comme ça. Non, toi raccroche. Bref, les Allemands ouvrent leur espace aérien et les Anglais tiennent promesse et larguent la prothèse. Juste avant de bombarder une centrale électrique. Un peu petit comme acte. Non, j'aime pas trop. Sur ce, maintenant qu'il a ses deux jambes, Bader a une dette envers les nazis et est donc prêt à entièrement collaborer et à devenir un nouvel officier SS. Ouais, même toi t'y as pas cru, évidemment que non, il devient pas nazi, à vrai dire c'est même tout l'inverse, car il va devenir le plus gros casse-couille possible. Tout d'abord par des tentatives d'évasion. Alors qu'il est encore dans la clinique de Saint-Omer après son accident, il arrive à s'enfuir du 3e étage par la fenêtre en utilisant tous les draps de la chambre comme corde. Il a passé par la petite porte là, lui. Oui, Et puis après, il est arrivé ici, qu'il était minuit, 1h du matin. oui. Je l'attendais avec du thé. Et puis après, je lui ai, ses moignons, comme ils étaient tout ensanglantés, et je lui ai bien rangé ses deux moignons. Et puis il a parti coucher. Par chance, il trouve refuge en pleine nuit chez un couple de résistants, sauf qu'un témoin les balance et dans l'après-midi, les nazis font irruption dans la maison. Ils vont alors pour fusiller le couple, mais Bader s'interpose et demande grâce pour eux. Les nazis n'arrivent pas à lui désobéir et baissent les armes. Finalement, ils sont juste envoyés en camp de travaux forcés et seront libérés après la guerre. Et je pense qu'on se rend pas compte du pouvoir qu'a ce gars à ce moment-là. Il a un vrai droit de vie ou de mort sur les victimes de ses fans nazis. On n'a jamais vu ça. Ceci dit, pour Bader, c'est loin d'être fini, et c'est même que le début. Car lui, en tant que bon soldat, il considère que c'est son devoir de pratiquer le gunbaiting, c'est-à-dire causer le plus de problèmes possible à l'ennemi, mais de l'intérieur. Comme on l'a vu, ça passe notamment par les évasions. Genre à un moment, il va creuser un tunnel pour arriver hors du camp avec ses fausses jambes et une pelle. Il prend tout l'excès de terre du tunnel pour le mettre dans ses fausses jambes, puis il marche avec et va vider l'excédent plus loin pour pas se faire cramer. Bon, il finit par se faire gauler et ça ira pas plus loin, mais vous voyez, c'est plein de petits actes de sabotage comme ça. À un moment aussi, il réussit à faire sortir en secret une lettre qu'il adresse à la Croix-Rouge et où il décrit les conditions dans le camp comme sanglantes, les rations allemandes comme médiocres et termine la lettre par continuer à bombarder ces salauds jusqu'à l'enfer. Ça c'est des couilles. Et des couilles il va en avoir jusqu'au bout, car en août 42, il retente une nouvelle fois de s'évader et il y arrive enfin. À ce moment-là, c'est la panique chez les nazis et on imprime des avis de recherche de lui qu'on colle partout dans la ville, genre Goldie Roger Prime. He had very little imagination, which was why he was so brave. I don't mean that in a deprecatory way, because I've known other soldiers or airmen who had no imagination at all. They were just brave because they just did what there was to do without imagining that they might get shot or might get blown up. Douglas had no such imagination.
And it made life much easier for him in some ways. Au final, au bout de 36 heures de cavale, ils parviennent à le choper, mais là, c'est clairement la goutte de trop pour les Allemands. Bader devient beaucoup trop incontrôlable et préoccupant, donc ils décident de lui enlever ses prothèses à contre-cœur et de l'enfermer dans le château de Colditz, dans lequel il finira la guerre avant d'être libéré le 16 avril 1945. Après la guerre, il sera considéré comme un héros national et un film sera réalisé sur lui, Reach to the Sky, considéré comme un classique du cinéma britannique. À ce moment-là, il devient un des mecs les plus connus de la planète. Alors il décide d'utiliser sa médiatisation pour faire passer le message qu'il est encore possible de réaliser des choses après le plus horrible des accidents. Il devient alors l'un des plus grands défenseurs des personnes handicapées à travers la planète. Mais plus que ça, Douglas, ça devient surtout l'esprit shonen avant l'heure, le symbole même du gars qui n'abandonne jamais, peu importe si on lui coupe les deux jambes, que ses collègues le descendent ou qu'il se retrouve en pleine base ennemie. Et ça, même les nazis peuvent en témoigner. Dis-moi, j'ai bien l'impression que tu es arrivé à la fin de cette vidéo, donc si tu es encore là, commente Kuljat et je te répondrai avec un message personnalisé, genre merci beaucoup... oui bon non, j'ai trouvé mieux. Dans la continuité, tu mets ton pouce et tu t'abonnes, on rush les 10K abonnés le plus vite possible et après je pourrai te dévoiler mon projet secret. Des bisous.